Bonjour, je suis heureuse de te retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler de mes meilleures lectures depuis le début de l'année 2023. Alors, bon, c'est toujours un choix un peu compliqué pour moi de dire quelles sont mes meilleures lectures parce que j'essaie quand même de retirer du positif de toutes mes lectures et parfois j'ai beaucoup aimé un livre pour une raison et un autre pour une autre raison, donc c'est parfois un peu difficile de faire des choix. Là, j'en ai sélectionné 6 que incontestablement j'ai vraiment beaucoup aimé, mais il y en a certainement d'autres que j'ai lus qui auraient pu faire partie aussi de ma sélection, mais je voulais pas faire une vidéo trop longue. Donc en fait, j'ai pris mon carnet de lecture, j'ai tourné les pages et puis je me suis arrêtée quand vraiment je savais que c'était un coup de cœur. En plus, là, il y a quand même 6 mois qui sont passés avec les premiers livres que j'ai lus, donc je vois ceux qui me restent vraiment en tête. Qui me font encore battre mon petit cœur, donc voilà, ça aussi ça aide à faire un choix le temps qui passe. C'est parti. Alors vous allez voir, c'est un choix assez éclectique. Moi je lis quand même des lectures très variées. J'essaye de varier encore plus, notamment au niveau des pays d'origine des auteurs. Alors là, dans ma sélection, c'est pas hyper varié de ce côté-là, mais j'essaye d'aller découvrir d'autres littératures, aussi d'autres types d'écrits que le roman, notamment les graphiques, les bandes dessinées, les mangas. C'est vraiment quelque chose, j'essaye de m'ouvrir à ça et je fais des très belles découvertes, donc vous allez voir que c'est assez varié. Donc je commence par un dont je vous ai déjà parlé, qui est Les raisins de la colère de John Steinbeck, je crois que c'est le premier livre que j'ai lu de l'année. Et je vous en ai parlé parce que je vous ai parlé du carnet de bord qu'a tenu John Steinbeck pendant l'écriture des raisins de la colère dans une de mes vidéos dont je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc c'est un classique de la littérature américaine du XXe siècle. Je l'avais déjà lu, je pense, au lycée, mais je m'en souvenais absolument pas. En fait, c'est en le relisant qu'il y a des scènes qui ont popé comme ça dans ma mémoire. J'ai adoré ce livre, le style est absolument fabuleux. C'est facile à lire. On est embarqué en fait par le romanesque. Il y a vraiment un talent romanesque de John Steinbeck. On est vraiment dans l'histoire et on voyage avec cette famille. Donc c'est l'histoire d'une famille, la famille, je regarde mes notes parce que ça les noms je m'en souviens pas, Joad, qui est expropriée de sa ferme d'Oklahoma suite à la crise bancaire du début de 1929, et puis ça se passe dans les années 30. Les banques spolient les terres et les fermiers doivent s'exproprier, doivent partir en exode pour trouver du travail, et ils partent en Californie puisqu'il y a les propriétaires terriens californiens font de la propagande pour faire venir les gens sur leurs terres pour les faire travailler à moindre coût, puisque plus il y a de main d'œuvre et plus on peut faire baisser les prix. On va suivre cette famille durant tout son exode, donc la route, ils sont dans une camionnette comme on peut voir sur le dessin de la couverture, et on va suivre leurs péripéties, on va suivre ensuite leur installation en Californie. Alors installation, ça veut dire être dans des camps en fait. On va les voir à un moment dans un camp du gouvernement qui est un peu en autogestion, et ça c'est un peu la graine d'espoir du livre, mais qui est enterrée dans beaucoup de graines, qui est enterrée sous beaucoup de désespoir aussi et de désillusion. Et le roman est construit avec une alternance de chapitres où on suit la famille et de chapitres. C'est pas des chapitres journalistiques parce que c'est pas du tout écrit avec un style journalistique, c'est un style très romanesque, mais c'est simplement une description des banques, de ce qu'ont fait les banques, des petits points de situation comme ça sur ce que c'était que cette crise. Et c'est extrêmement beau ces passages. Ça pourrait couper le récit, mais en fait pas du tout. Donc ça nous parle du capitalisme sauvage. Voilà, ça n'a pas du tout vieilli.
Ça a été écrit en fait en même temps que ça se vivait, puisqu'il l'a écrit à la fin des années 30, c'était suite à un travail journalistique, des enquêtes qu'il a fait lui-même en Californie, puisqu'il vivait en Californie, dans les exploitations fruitières, etc., sur la condition des travailleurs, qu'il a eu cette envie d'écrire ce roman et de raconter le quotidien de ces miséreux. Voilà, c'est merveilleux. Je pense que ça reste encore une de mes meilleures lectures de ce début d'année, et ça me restera longtemps, avec une scène finale absolument choquante et qui reste marquante en fait. Il y a vraiment une image de ce que peut être la pauvreté et en même temps la solidarité humaine, et puis un portrait aussi de femmes, et notamment de la mère, qui est assez beau, réussi. Donc voilà, je peux pas mieux dire avec mes mots à part lisez-le et découvrez cette prose si vous l'avez pas encore découverte. Ensuite, je reste dans les auteurs américains avec Beloved ou Beloved, je sais pas comment on dit, de Toni Morrison. Alors là, j'ai pas le livre, donc je vous mettrai une petite vignette. C'est aussi un classique, devenu un classique de la littérature américaine. C'était mon premier livre de Toni Morrison. J'avais un peu peur. Ça faisait longtemps que je l'avais dans ma bibliothèque. J'avais un peu peur parce qu'on m'avait dit que le style était un peu particulier. Et c'est vrai, c'est pas forcément très facile à lire. Par contre, je vous conseille vraiment de le lire parce que c'est percutant, c'est beau parfois, c'est émouvant, c'est un roman qui a une force extraordinaire. Alors on flirte avec le réalisme magique, enfin vraiment parfois on est dans le surnaturel, et en même temps la réalité rattrape et revient très vite avec des scènes très accrochées au quotidien. Donc en fait c'est l'histoire de Seth, une ancienne esclave qui a réussi à s'enfuir, et c'est sa vie après l'esclavage, et comment elle se sort des misères qu'elle a pu vivre pendant l'esclavage, et et en fait c'est vraiment un roman sur... Alors il y a beaucoup d'allers-retours dans le temps. Donc il y a des moments qui racontent quand elle était esclave, mais pour moi c'est plus un roman. Alors déjà c'est pas un roman qui raconte l'esclavage, c'est un roman qui le montre par des scènes, par des descriptions physiques, par des... Enfin oui, c'est vraiment par des images comme ça, et c'est surtout l'après, comment on se reconstruit après avoir été esclave. Qu'est-ce qu'on fait de toute la violence qu'on a pu subir, et évidemment ça peut mener au bord de la folie, et c'est tout ça qu'elle raconte, Toni Morrison. Alors par moments on est complètement perdu dans le récit, parce qu'il y a beaucoup aussi d'allers-retours, et puis il se passe des choses étranges, vraiment étranges, donc un peu de réalisme magique. Mais on finit toujours par retomber sur ses pieds, par comprendre, par ressentir. En fait, c'est pas toujours... on n'intellectualise pas forcément tout, mais on se repère, et on prend cette force aussi romanesque, et des mots voilà, en pleine face, et de la réalité de ce que pouvait être l'esclavage. Voilà, donc c'est un roman difficile, mais en même temps c'est un très beau roman, donc je ne peux que vous le conseiller. Après, peut-être faut pas enchaîner Les raisins de la colère et Beloved, ça fait beaucoup d'un coup. Je vous conseille de mettre des choses un peu plus douces et un peu plus légères entre ces deux romans. Mais ça reste quand même une excellente lecture pour moi. Ensuite, on reste encore aux États-Unis. C'est le dernier que je vais vous présenter, roman
des États-Unis. Alors là, c'est un roman de chez Gallmeister. Donc c'est Idaho de Emily Ruskovich. Ça faisait un petit moment que je l'avais sur mes étagères. J'avoue que je l'ai choisi un petit peu pour sa couverture. C'est un peu pour ça parfois qu'on choisit les romans Gallmeister, parce que leurs couvertures sont tellement belles. Je l'ai aussi choisi parce que j'adore le nature writing et que le titre et la quatrième de couverture promettaient pas mal de nature writing, et il y en a. C'est l'histoire de Anne qui est mariée avec Wade, et Wade est un peu plus âgé qu'elle et perd la mémoire, et Wade a eu une vie avant Anne. Il a eu une femme et deux filles, et puis un jour il y a eu un drame sur la montagne, et voilà, et on n'en sait pas beaucoup plus au début de l'histoire, et c'est au fil en fait, au fil du roman, on va faire connaissance avec les personnages, et petit à petit, on va comprendre ce qui s'est passé sur la montagne, et on va découvrir leur vie, la vie d'avant, la vie de maintenant, la vie aussi d'après. Il y a vraiment plein de changements temporels. On repart dans le passé, on avance dans le futur. Voilà, il y a aussi pas mal d'allers-retours temporels. Mais il y a quelque chose de fixe, c'est la montagne sur laquelle vit Wade et Anne, et puis Wade et sa famille avant. Il y a la nature tout autour, la puissance de cet isolement. C'est surtout l'isolement en fait qui est présent dans ce roman. C'est très humain, c'est très sensible. Les personnages ont des caractères propres, vraiment. Il n'y a pas de caricature. Il y a la réalité aussi de quelqu'un qui perd la mémoire, donc il y a aussi un travail tout autour de la mémoire, parce que Anne, donc, qui est arrivée après le drame, essaye de comprendre ce qui s'est passé, pour aussi ne pas raviver des choses chez son mari qui est en train de perdre la mémoire. Enfin bref, il y a tout un enchevêtrement comme ça de personnages, de raisons, et c'est très beau, c'est très bien écrit, c'est poétique. Ça nous laisse en suspens jusqu'au bout du roman. Il y a vraiment, on a envie de savoir, et en même temps ça nous dévoile pas tout. Le roman garde un peu de secret à la fin, et moi j'aime beaucoup ça, parce que dans la vie c'est comme ça, on peut pas toujours tout comprendre. Et voilà, c'est un roman qui date déjà de quelques années, et j'espère qu'il y aura d'autres romans d'Emily Ruskovich qui seront traduits, parce que moi je lis pas en anglais, et parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ça raconte un drame, mais en même temps c'est doux. Enfin voilà, c'est pas facile, mais il y a de la poésie dedans, il y a des petits moments tendres, c'est plutôt tendre, voilà. Donc je vous conseille ce roman. Ensuite, j'ai sélectionné un roman français, un petit roman français qui avait... Alors moi je l'ai lu parce qu'il était sélectionné dans le prix des livres inter. Alors il n'a pas gagné. Là c'est pareil, je l'ai lu en numérique, donc je vous mettrai une miniature, une vignette, et c'est Les Sources de Marie-Hélène Lafont. Donc c'est vraiment un tout petit roman. J'avais envie de lire un peu tous les romans qui étaient sélectionnés pour le prix Inter. Finalement j'ai pas tout lu, mais j'en ai lu quelques-uns, et je les ai pas tous aimés, mais celui-là je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il est vraiment tout petit, je crois qu'il fait à peine 100 pages. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est une femme d'agricultrice qui vit donc au lieu-dit Les Sources, dans une vallée reculée du Cantal, je crois, si je me souviens bien. Et ça raconte sa vie d'épouse d'agriculteur, la vie à la ferme. C'est une ferme assez opulente quand même, puisqu'il y a du personnel, donc c'est une grosse ferme, c'est plutôt ça, c'est une grosse ferme. C'est pas juste elle et son mari et leurs enfants. Ça se passe dans les années 60, et voilà, ça raconte le quotidien. C'est une écriture sans pathos, et c'est un quotidien rude, pas facile.
où il n'y a pas beaucoup d'amour. Et, et je trouve que Marie-Hélène Lafon raconte ça parfaitement bien. Alors j'ai lu, quand j'ai un peu regardé des critiques et tout ça, qu'il y avait des personnes qui regrettaient justement que ce soit une écriture aussi froide, mais moi je trouve que elle arrive à dire en quelques mots, à décrire une situation, et moi ça m'a beaucoup touchée en fait. Il n'y a pas besoin parfois de mettre des émotions, elles viennent toutes seules. Et donc voilà, on suit cette jeune femme et comment elle va faire pour se sortir d'une situation vraiment compliquée, et comment parfois en quelques mots une situation peut se retourner ou pas. Et c'est vraiment et puis je trouve que ça décrit très bien le quotidien dans les campagnes dans les années 60. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce petit livre, et comme c'est un tout petit livre, moi, je vous conseille d'y goûter, puis vous pourrez vous faire votre propre avis. Ensuite, un livre d'une autrice que j'avais déjà lu, donc c'est une autrice islandaise, Audur Ava Ólafsdóttir, Rosa Candida. C'est un livre assez connu. Moi j'avais déjà lu Le Rouge vif de la rhubarbe du même auteur, que j'avais beaucoup aimé déjà, qui se passait en Islande. Alors là, le début est en Islande et après le personnage principal part, mais je trouve quand même qu'on voit beaucoup du quotidien de l'Islande, des habitudes de vie, en fait, de la culture islandaise dans les livres de Audur Ava Ólafsdóttir. Et même là, même si le personnage part, il y a quand même dans son histoire sa culture qui est là, qui est présente, et que l'autrice arrive très bien à faire ressortir. Donc c'est l'histoire d'Arnljótur, bon je ne vais pas m'amuser à le dire trop, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui est passionné d'horticulture. Il tient cette passion de sa maman. Alors l'horticulture en Islande, c'est pas très courant, mais elle avait déjà cette passion, et elle avait réussi dans leur jardin à installer une serre et à cultiver et même à créer des roses. Et donc Rosa Candida, c'est une rose qui a été créée par, si mes souvenirs sont bons, soit par Arnljótur, soit par sa maman. Et donc le roman commence où il va partir travailler dans une roseraie dans un pays d'Europe, on ne sait pas trop lequel, où il y a un monastère avec donc une roseraie abandonnée, mais qui contient un nombre de roses incalculable, et il a été embauché pour faire revivre ce cloître et cette roseraie par les moines, et il part, et donc le récit c'est son périple là-bas. À côté de ça, il a une petite fille qu'il a eue comme ça par accident, avec une jeune fille qu'il a rencontrée à une soirée. Et on va aussi, ça va être aussi un récit sur la paternité. Donc voilà, je vous raconte pas tout, mais il y a vraiment beaucoup de choses sur la paternité, parce qu'il y a sa relation à lui avec sa petite fille qui se crée, et puis il y a aussi la relation de lui avec son papa, puisque donc la maman est décédée, et il a toujours ce lien avec son père qui est vieux, puisqu'il l'a eu assez âgé, et donc il y a tout ça qui est dans ce roman. C'est très beau, c'est un peu comme du feel good, mais moi j'aime pas trop les romans feel good, mais je sais pas, ceux d'Audur Ava Ólafsdóttir sont beaux. Peut-être c'est parce qu'il y a un peu une touche d'exotisme avec le côté islandais. C'est très bien écrit. Les personnages sont quand même assez atypiques. Ils vivent des aventures différentes, et c'est pas toujours rose. Enfin voilà, je sais pas comment dire, mais il y a beaucoup de douceur quand même dans l'écriture et dans le récit. Donc est-ce que c'est du feel good? Je ne sais pas, mais en tout cas moi c'est des livres que j'aime bien lire et qui me font sentir tout moelleux à l'intérieur, donc peut-être que c'est du feel good, j'en sais rien. Voilà, donc Rosa Candida d'Audur Ava Ólafsdóttir pour partir en Islande et au pays des roses. Et le dernier que je ne peux pas vous montrer, mais pareil, je vous mettrai une vignette, c'est un manga. Alors, il faut savoir que c'était la première fois de ma vie tout entière. Voilà, j'ai attendu 52 ans. Alors, j'avais que 51 ans quand j'ai lu le premier volume pour lire un manga. Et c'est
un manga historique qui s'appelle Gen d'Hiroshima. C'est un manga en 10 volumes de à peu près 250 pages par volume, donc voilà, il y a 2500 pages. Donc j'ai mis à peu près tout ce premier semestre pour le lire, j'ai pris mon temps. Il faut savoir que quand je l'avais réservé à la bibliothèque, ils m'avaient réservé les 10 volumes d'un coup. Donc j'ai demandé autorisation de les garder un peu plus longtemps. Et puis régulièrement j'en ramenais un. Et je me suis régalée avec ce manga. Alors déjà par rapport au fait de lire des mangas, donc de lire dans le sens inverse de ce qu'on a l'habitude de lire, j'avais un peu peur. Je me suis dit est-ce que je vais m'habituer, tout ça. Puis en fait, moi ça m'a posé aucun problème. Je trouve pas ça compliqué en fait de suivre dans l'autre sens. Enfin, on s'y fait vite. Alors parfois, quand on fatigue ou quoi, on reprend l'habitude, mais on se rend bien vite compte que ça n'a pas beaucoup de sens ce qu'on est en train de lire. Puis bon, il y a les dessins, tout ça, donc c'est pas... Voilà, ça c'est... Si jamais vous hésitez, parce que j'avoue que c'était un peu ma crainte à sortir des mangas, parce que vous n'êtes pas sûr de vous habituer à ça, n'ayez crainte, c'est assez simple. Ensuite, c'est vraiment une œuvre magistrale. Gen d'Hiroshima, en fait, c'est une histoire quasi autobiographique d'un petit garçon de 7 ans, je crois qu'il a 6 ou 7 ans, à Hiroshima au moment de la bombe. Donc en fait, le premier volume, c'est juste avant la bombe. La bombe tombe à la fin du premier volume. Donc on voit les conditions de vie des Japonais à Hiroshima juste avant que la bombe tombe, et c'était des conditions très difficiles. Ils étaient en guerre déjà depuis un moment et ils étaient affamés. Enfin voilà, il y a vraiment déjà des conditions de vie difficiles. Et ensuite, il y a le deuxième volume, c'est vraiment tout de suite après la bombe, avec toutes les horreurs de la bombe, tout de suite en fait, les corps qui brûlent. Il y a vraiment des images très très chocs, des dessins chocs dans ce manga. Et en même temps, je trouve que c'est utile parce que pour nous, occidentaux, Hiroshima, on sait qu'il y a eu beaucoup de dégâts, on sait que ça a rasé la ville, on sait que voilà, c'est ce qui a permis à la Seconde Guerre mondiale de s'achever. Mais on ne sait pas vraiment les conséquences qu'il y a eu sur les civils. Si, on sait, voilà, les radiations, blablabla, mais exactement. Et ce manga nous raconte ça. Et c'est extrêmement bien fait. Il y a parfois des images choquantes, mais bon, voilà, c'est la vie qui est choquante. Et donc, petit à petit, à travers les volumes, ça va être la reconstruction. En fait, en parallèle, ça va être l'histoire politique du Japon en fond, en fait, hein. Il y a l'histoire politique du Japon, comment la ville se reconstruit peu à peu, l'occupation des Américains, alors tout de suite après la bombe, les rangs des gens d'Hiroshima pour essayer de trouver du secours, et toutes les personnes autour qui ne comprennent pas pourquoi, enfin qui sont assez, comment dire, qui manquent de compréhension par rapport à eux, qui comprennent pas exactement ce qui s'est passé à Hiroshima, les Américains qui font des expérimentations, etc. Bref, je vais pas tout raconter, donc il y a tout ça, et en même temps il y a l'histoire de Gen, ce petit garçon qui grandit, donc c'est aussi un roman d'apprentissage, comment on grandit à Hiroshima après la guerre, comment on s'en sort, comment on fait pour vivre déjà, pour survivre au départ, et puis après comment on arrive à reprendre l'école. C'est vraiment passionnant. Je vous conseille cette lecture. C'est vraiment aussi un ouvrage qui se veut militant, pacifiste. Donc c'est important aussi d'en parler parce que on parle un peu moins de l'arme nucléaire que quand moi j'étais jeune, par exemple, qu'il y avait encore la guerre froide et les deux blocs, mais les armes nucléaires, elles sont toujours là, et c'est toujours une menace en fait. Et puis je trouve que c'est vraiment bien de se souvenir. Et aussi, c'est pas un ouvrage, c'est un ouvrage qu'on a beaucoup de plaisir à lire, paradoxalement. Parfois on éclate de rire parce que comme c'est la vie d'un petit garçon qui grandit peu à peu jusqu'à, en fait, je vais pas dire comment ça, je vous laisse quand même découvrir, mais on le voit grandir, et c'est un petit garçon très malicieux en fait, qui s'en sort aussi par la malice, et par moments c'est vraiment drôle.
Donc voilà, je vous conseille vraiment cette lecture qui, pour moi, ça m'a fait à la fois découvrir tout un pan historique et tout un... Oui, tout un pan historique, toute une histoire, et puis ça m'a aussi ça m'a aussi fait tomber des préjugés par rapport au manga. Il y a plein de sortes de mangas, et certes, il y en a certainement qui vont pas m'intéresser, mais je sais qu'il y a, du coup, j'ai compris qu'il pouvait y avoir des mangas qui m'intéresseraient et qui m'apporteraient vraiment quelque chose, du plaisir et aussi de la connaissance, voilà. Ok. Donc voilà pour mes lectures préférées de ce début d'année. J'en ai eu plein d'autres, des bonnes, j'en ai eu aussi des moins bonnes, mais bon, ça arrive. J'espère que ça vous inspirera pour vos propres lectures. N'hésitez pas à me partager vos lectures de ce début d'année, celles qui vous ont vraiment enchanté dans les commentaires, ça me fera vraiment plaisir. Et je vous souhaite plein de moments de lecture, et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!